Quand j'ai écrit mon premier livre, je ne comptais pas du tout l'écrire sur ce sujet. Je devais être beaucoup plus générale sur les 3 10 ans, puisque j'ai eu quand même une expérience, que ce soit en tant qu'enseignante, en tant que maman. J'ai travaillé aussi beaucoup dans les écoles de façon, on va dire, très informelle, avec les petits, avec les plus grands, jusqu'à 10 ans à peu près. Et finalement, j'ai décidé d'écrire un livre sur la période des 2 ans parce que c'était la période que j'avais préférée dans la vie de mes enfants. Et pourtant, autour de moi, je n'entendais que Terrible Two, ils s'opposent, il faut montrer qui commande, ils sont en train de tester l'autorité des parents. Et moi, je n'avais absolument pas vécu ça. Du coup, comme je commençais voilà, à réfléchir un petit peu à ma façon d'avoir élevé mes enfants, qui est loin d'être parfaite, mais je m'étais quand même rendu compte que bah, j'avais pas du tout vécu cette période comme une période terrible, une période difficile. Et du coup, quand j'ai écrit mon livre, j'ai creusé un petit peu et je me suis rendu compte que oui, d'accord, j'avais compilé des conseils pour mieux gérer cette période et que ça avait beaucoup aidé les parents. Et je me suis rendu compte dans un deuxième temps d'à quel point cette période était fondamentale dans toute la parentalité. Et ça, je m'en suis rendu compte qu'à la fin de l'écriture du livre et quand j'ai eu les retours des parents. Alors, donc, j'avais envie de vous parler de ces premières années. Alors, on va s'arrêter sur les trois, quatre premières parce que c'est celles, on va dire, qui sont un petit peu délaissées. Ça ne veut pas dire que les parents ne s'en occupent pas, hein, des petits chouchous, mais ça veut dire qu'on les balaye en disant, bon, ça va, c'est un bébé, qu'est-ce qu'il y a? Pipi, caca, il veut manger, voilà, après il grandit, commence à marcher, puis là, entre guillemets, les ennuis commencent, il va un petit peu partout, on peut plus le prendre où on veut parce qu'il fait des crises, il commence à parler, mais on comprend pas très bien. Et c'est vrai que de cette incompréhension, de ce changement, euh, il va y avoir un moment où les parents vont être déstabilisés. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux parents, c'est que on a une possibilité de vivre ces premières années de façon un peu différente. Et je vais vous expliquer pourquoi elles sont fondamentales pour votre enfant et également pour vous en tant que parent. Euh, Tout d'abord, donc bien sûr, vous le savez que le bébé, il a des besoins qui sont plutôt primaires, hein. Bien sûr qu'il a besoin d'affectifs, etc. Mais il a surtout besoin de manger, qu'on lui fasse des petits câlins, qu'on le change, etc. Bien sûr que l'éveil est important, mais en général, on laisse ça un petit peu au second plan, etc. Maintenant, je voudrais quand même attirer l'attention de tout le monde sur quelque chose que je trouve incroyable. C'est que le cerveau des tout petits en 3 ans, il augmente plus que dans toute la vie d'un être humain. Ça veut dire que ces 3 premières années, on a un développement cérébral qui est incroyable. Et du coup, bah, ça va générer en 3 ans des changements qui vont être prodigieux dont on ne se rend pas forcément compte. C'est comme la naissance, hein. La naissance, en fait, c'est un miracle. Mais on a l'impression que, oui, bon, bah, il y a des naissances tout le temps, donc c'est comme ça. Mais en fait, c'est un miracle, la naissance. Et quand un enfant grandit, quand un grand enfant aussi grandit normalement, bah, c'est également un miracle. Parce qu'il se passe tellement de choses dans son cerveau et dans son corps. Regardez les photos de vos enfants quand ils sont bébés jusqu'à 3 ans, ça change énormément. Ça change très vite. Quand vous allez voir le fils de votre copine à 2 mois d'intervalle, vous ne le reconnaissez plus, vous dites, oh là là, mais il a changé, c'est incroyable, il ne faisait pas ça la dernière fois, etc. Donc, à chaque étape se développent de nouvelles choses pour votre enfant, pour l'enfant, on va parler de façon générale. Et à nous de bien prendre les choses. Alors, je sais que c'est pas évident. Je sais qu'on a des vies de fous. Je sais qu'on est toujours un peu speed avec le travail. Je sais que souvent on a plusieurs enfants et du coup, bah, on n'a pas vraiment le temps de s'occuper de chaque détail. C'est pas ce qu'il faut faire. Moi, ce que je propose, c'est de se dire que notre enfant, il n'est pas là pour nous embêter. C'est peut-être bête à dire, mais parfois on a l'impression que voilà, il fait des crises pour nous embêter, pour faire son intéressant, etc. Non, lui, il est là pour appréhender le monde, mais beaucoup à travers la vision qu'on va lui donner. C'est-à-dire que si on est constamment en train de le brimer, si on est constamment en train de souffler parce qu'il touche à tout, parce qu'il veut tout mettre dans la bouche, etc., il va vivre les choses de façon un petit peu
comment dire, introverti, ou bien au contraire, il va être un petit peu en colère. Et du coup, il va être en permanence en train voilà, peut-être de faire des crises, etc., pour manifester son mécontentement. Pourquoi? Parce que pour lui, cet enfant de 0 à 3 ans, le monde, c'est un magasin de chocolat pour nous. Ça veut dire qu'il a envie de goûter à tout. Et bah nous, on dirait des fois, souvent, qu'on est le vigile là. On est devant la porte, on dit non, non, tu touches pas, tu rentres, mais tu touches à rien. Mais attends, il y a du chocolat partout, il y a des éclairs, il y a des gâteaux, il y a des fondants, moi je veux goûter à tout. Et puis là, tu as le vigile qui dit non, 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 tu touches pas, tu regardes. C'est pas possible. Un enfant, quand il est dans son environnement, il a besoin de toucher pour faire des relations, établir des relations de cause à effet entre les objets, pour comprendre. Comment tu veux comprendre que quand tu fais tomber un objet, il tombe par terre? Enfin, que quand tu lâches un objet, il tombe par terre? Si tu n'as pas expérimenté. Les plus grands scientifiques, ils ont fait ça pour comprendre les choses. On est obligé de manipuler. Et un enfant, quand il met dans sa bouche, c'est sa façon d'appréhender les choses autour de lui. Vous remarquerez d'ailleurs, c'est très rigolo, que les petits, d'ailleurs, jusqu'à 3 ans en général, les jouets ne les intéressent pas plus que ça. Alors c'est vrai qu'on est un peu dans des sociétés très consommatrices, on aime bien acheter, il y a une profusion de jouets, etc. Mais en réalité, nos enfants, ils aiment quoi? La télécommande, ils aiment le porte-clés de la maison, ils aiment des bouteilles en plastique, ils aiment les objets du quotidien. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation affective. Il y a une relation entre les autres membres de la famille et lui. Et quand il prend les clés de la maison, il sait que papa et maman, ils s'en servent. Donc lui, ça l'intéresse. En plus, ça fait du bruit, c'est trop sympa. Puis c'est tout froid. Donc on a envie de le mettre dans la bouche, etc. Mais en général, papa et maman, ils n'ont pas trop envie. Le problème, c'est que, bien sûr, on ne peut pas laisser l'enfant toucher à tout, mais on va devoir trouver un juste milieu. Pourquoi? Parce que n'oublie pas, ton enfant, quand tu as fait un enfant, tu t'es engagé à le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il grandisse. Donc, tu ne peux pas, à chaque fois qu'il a envie de faire son expérience, te dire et lui dire, bah non, c'est pas possible. Il faut arriver à trouver quand même un équilibre. L'équilibre, c'est assez simple. Quand ils sont petits, jusqu'à 3 ans à peu près, encore une fois, la première chose, c'est la sécurité physique. On met nos enfants en sécurité physique, ça veut dire quoi? Tout ce qui dépasse, tout ce qui est dangereux, tout ce qui est coupant, tout ce qui est aussi très cher à notre cœur. Par exemple, on a une statue ou un cadre qui nous a été offert et qui est important pour nous, on ne va pas le mettre à la portée de l'enfant. Pendant 3 ans, on va le mettre en hauteur. Comme ça, on ne pourra pas dire à l'enfant toutes les 5 minutes, ne touche pas. Si tu mets ta table en verre en plein milieu avec un angle, tu ne peux pas passer ton temps à dire à l'enfant, attention, c'est dangereux, ne touche pas. Je suis désolée, mais c'est à nous de déplacer cette table ou de mettre des petits coins pour ne pas que l'enfant se fasse mal. Parce qu'on ne peut pas vivre avec des interdits permanents. C'est comme si vous étiez au travail et puis il y avait votre patron qui vous disait tout le temps, non, non, ne touche pas à la photocopieuse, non, non, touche pas à l'ordinateur, non, tu peux pas, laisse-moi faire mon travail. Mon travail, c'est d'appréhender un petit peu ce nouvel espace de travail. Et notre enfant, c'est pareil. On ne peut pas lui mettre des interdits permanents, donc on va faire attention tout de suite à sa sécurité physique. Et puis, on va peut-être définir 2, 3 choses qui sont importantes pour nous. Exemple, moi, personnellement, ça ne me dérange pas que mes enfants, ils sautent sur le canapé. Enfin, ça ne m'a jamais dérangé. Mais il y a des parents, je sais que ça les dérange. Alors, si vraiment c'est très, très, très important pour toi, parce que tu es très maniaque, parce que tu tiens ton canapé, tu peux fixer 1 ou 2 règles comme ça en disant à l'enfant, on ne peut pas sauter sur le canapé. Non, non, non. Le non, 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 ça marche très bien. J'en parle beaucoup dans mon livre, d'ailleurs, je donne plein d'exemples comme ça. Mais on ne peut pas définir des interdits pour chaque chose. On ne peut pas dire le canapé, c'est interdit. Sauter sur le lit de papa et maman, c'est interdit. Toucher le piano, c'est interdit. Tout ça, on ne peut pas. Donc, il va falloir aussi trouver un équilibre entre tous les interdits et toutes les permissions. Et en général, si on prend un petit peu de recul, c'est ce dont on manque très souvent dans l'éducation, malheureusement, comme je vous le dis, parce qu'on court après le temps. Prenons un peu de recul. Moi, ce que je suggère de faire, c'est d'ailleurs, ça marche pour n'importe quel âge. Si vous êtes en couple, encore mieux. Faites une petite soirée comme ça et vous dites, OK, les limites, elles ne marchent pas à la maison. Les enfants, ils écoutent rien, on est toujours en train de répéter. Et ça marche aussi très bien, bien sûr, avec les petits. Viens, on note tout ce qu'ils font qu'on n'apprécie pas et tout ce qu'ils auraient le droit de faire. Et on va dire, bon, ça, allez, viens, on laisse. Ils mettent les coudes sur la table. Bon, allez, c'est pas très grave. On passe. Il y a des choses, on est obligé de passer.
On n'est pas la police, on n'est pas la police des enfants. Il faut les laisser vivre aussi. Et tout ce qui est important pour vous, vous allez le noter. Les valeurs importantes pour vous, tout ce que vous voyez qui ne passe pas forcément, vous allez essayer de trouver un moyen pour que ça passe. Par exemple, le respect des parents, le fait qu'un enfant ne doive pas taper. Donc, et ça commence très petit. On ne gronde pas l'enfant parce qu'il tape, mais on va lui, par exemple, on va arrêter son geste fermement, on va lui dire, non, 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 on tape pas maman. Et l'enfant, à chaque fois, on va lui répéter la petite rengaine de non, 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 quand il s'agit d'un interdit. Encore une fois, je répète, il ne faudrait pas avoir trop d'interdits. Mais il y a des choses qui sont essentielles. La sécurité physique, on en a parlé, et le fait de respecter ses parents, de respecter ses frères et sœurs, de ne pas taper les autres, ça aussi, c'est très important. Maintenant, il y a des façons de le faire, et comme je vous le dis, on va essayer toujours de trouver un ton adapté à l'enfant. Alors, les premières années des enfants, elles sont fondamentales aussi parce qu'ils ont des besoins émotionnels qui vont grandissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, ils ont un cerveau qui est très immature. Ils ont une première maturité vers 5-7 ans. Mais, et du coup, le cerveau, dès qu'il est dans le cerveau de l'enfant, dès qu'il est dans une situation qu'il ne maîtrise pas, il y a beaucoup de consignes, il y a beaucoup d'interdits. On lui a dit non à quelque chose et lui, il voulait continuer. Il ne comprend pas, il n'arrive pas à se faire comprendre. Son cerveau, il va se mettre en rouge. Et d'ailleurs, son visage aussi, il va se mettre en rouge. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il ne contrôle plus rien. Et nous, parents, on entend les psys qui nous disent, ah, il est en train de te tester, il faut que tu lui montres qui commente. En réalité, cet enfant, il contrôle même pas cette crise. Il n'est pas du tout en train de nous tester. Il est en train de nous dire, papa, maman, mon cerveau est immature, mais je n'ai pas les mots pour te le dire et je ne sais pas comment faire pour m'arrêter dans cette crise. Donc j'ai besoin de toi. Donc viens m'aider, s'il te plaît. C'est ça que signifie une crise chez un petit. Et nous, on croit qu'ils sont en train de nous tester et de mettre en cause notre autorité. Pas du tout. Je peux vous l'affirmer, sinon je n'aurais pas écrit un livre dessus. Euh, Quand on prend un enfant par le rapport de force, et c'est pour ça que je vous dis que c'est très important dès tout petit, quand on prend un enfant par le rapport de force, ce sont des rapports qui vont aller grandissant. C'est-à-dire que plus il va grandir, plus les rapports de force vont continuer et plus ils vont être compliqués. Et quand votre enfant va être en âge de vous répondre, peut-être de vous insulter, peut-être de vous frapper, c'est-à-dire pas forcément vous frapper, mais d'avoir une supériorité physique, vous n'aurez plus, vous ne saurez plus comment retrouver une relation de confiance, un lien et une relation de respect mutuel. Quand on commence dès petit, par comprendre cet enfant, l'écouter quand il fait une crise, lui dire, je comprends, c'est dur pour toi parce qu'on doit partir de chez ton copain et tu avais encore envie de jouer. Je suis désolée, mais on doit quand même partir. Et à ce moment-là, on le prend dans les bras et on lui montre qu'on a compris. Tout de suite, il s'apaise. Tout de suite, il se dit, ah ok, c'est légitime ce que je ressens. On ne m'a pas grondé, on ne m'a pas puni. Parce que j'ai entendu aussi beaucoup de pédopsies qui disaient qu'à partir de 18 mois, 2 ans, on pouvait punir les enfants en le mettant dans un coin. Ça c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. C'est terrible pour un enfant. Il est dans un état où il est complètement démuni. Donc on ne peut pas encore plus le mettre de côté et lui dire, et l'humilier. Parce que lui ne comprend pas ce qui se passe. Pour moi, j'ai toujours eu une phrase toute bête, mais c'est que la réalité de chacun, elle est réelle. C'est-à-dire, on ne peut pas nier une réalité. Le ressenti de quelqu'un, il existe. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, ah, arrête d'être oh, pourquoi tu es en colère? La personne est en colère parce qu'elle est en colère, c'est tout. C'est sa représentation à ce moment-là. Donc, on ne peut pas dire à un enfant, tu as été en colère, tu n'as pas géré la situation, bah, tu vas dans ta chambre, tu es puni. C'est pas possible, surtout avec un tout petit. Donc, ils ont ces besoins émotionnels et ils ont besoin d'une relation entière avec les parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des parents, je sais que, on va dire, c'est très exigeant, ça demande beaucoup de temps, mais je vous promets que si vous commencez dès petit cette relation de respect mutuel avec votre enfant, ce sera de plus en plus facile. Ce sera de plus en plus facile parce que vous aurez vraiment créé les bases. Vous savez, vous le savez, hein, je vois qu'il y a beaucoup de mamans.
Vous savez, le bébé, dès qu'il naît, il comprend tout, il ressent tout. Il ressent quand la maman elle est pas bien, il ressent quand la maman elle est bien, il ressent quand il y a un problème dans la famille, il ressent quand l'amour est très fort dans la famille aussi. Et bien sûr, on a le droit aussi d'avoir des hauts et des bas, hein, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, commencer l'éducation de nos enfants en se disant, OK, je me mets à sa place, j'essaie de comprendre ce qu'il vit et je fais en sorte que, eh bien, qu'il soit, euh, qu'il se sente compris, qu'il sente que ses besoins sont légitimes, ça change complètement la dynamique familiale. Vraiment. Donc, je vous encourage à faire observer déjà. Observez vos petits, observez quels sont vos besoins. Vous savez, les besoins des petits ne sont pas énormes non plus, hein. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de, oui, de toucher, d'appréhender, ils ont besoin d'une relation avec le parent. J'en profite pour faire un petit écart par rapport à, la multiplication, voire l'omniprésence des écrans aujourd'hui, surtout quand les enfants sont petits. Les enfants, ils ont un cerveau qui est à l'état de maturation. Il est très flexible. Donc, c'est pour ça aussi que c'est super parce qu'ils peuvent apprendre plein de langues en même temps, parce que ils changent énormément, mais par contre, ils ont besoin de rapports authentiques avec un adulte, avec un enfant, avec le réel. Donc, on ne peut pas passer son temps à les mettre devant des écrans, à se dire, oui, bon, ça va, 10 minutes de trajet en voiture. Nous, à l'époque, moi, à l'époque, je faisais 10 minutes en trajet en voiture, je regardais les autres voitures qui passaient et il n'y avait pas de problème. On n'a pas besoin de passer son temps à mettre des écrans aux petits. Moi, j'en vois beaucoup dans la rue, dans la poussette. Un enfant dans une poussette, il faut qu'il regarde le monde, il faut qu'il regarde les oiseaux, il faut qu'il voit que son papa ou sa maman est derrière en train de le pousser. Mais faites attention parce que avant 6 ans, le cerveau est vraiment en train d'apprendre plein de choses et de se construire dans une réalité. Et ce qu'on voit sur les écrans, c'est plat, ce n'est pas la réalité, il n'y a pas d'interaction possible. Maintenant, de plus en plus, les dessins animés sont faits avec les intelligences artificielles, c'est assez plat. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, je ne mets pas mes enfants, mon petit, devant pas de patrouille, etc., parce qu'il aime bien. Mais faisons attention aussi à ce que nos enfants soient imprégnés de réalité le plus souvent possible, surtout quand ils sont petits. Moi, c'était une petite parenthèse, mais elle me paraissait aussi très importante. Donc, notre enfant, il est en proie à de nombreux bouleversements et il y a aussi des bouleversements physiques, puisque au début, il était tout petit, maintenant, il va grandir et c'est vrai que bah, quand il commence à marcher, c'est un peu compliqué pour nous, parents, parce qu'on ne peut plus le poser là où on voulait, parce que bah, finalement, là, bah, il marche, il court partout, euh, voilà, dans la rue, il nous échappe, etc. Alors, on a dit la sécurité physique était super importante. Quand on sait que nos enfants sont petits, qu'ils ne sont pas capables de marcher à côté de nous et que c'est dangereux, il faut les mettre dans une poussette. C'est tout. Pour éviter un accident, pour éviter de leur courir derrière, etc., que ce soit dangereux, il ne faut pas se mettre dans des situations en se disant oui, mais moi je veux absolument que mon enfant marche et qu'il soit libre. Ok, mais fais-le dans un parc, fais-le dans un endroit où ce n'est pas dangereux. Donc, cette motricité globale qui est en train de progresser à vue d'œil, pendant ces 3 ans, il faut l'accompagner. Ça veut dire que, eh bien, il faut laisser un peu d'espace à notre enfant, il faut lui laisser se promener aussi dans la maison, il faut lui laisser un minimum d'autonomie, que dans sa chambre, il puisse circuler librement. On essaye aussi de ne pas mettre une tonne de jouets pour ne pas que l'enfant il soit en surexcitation, en surstimulation. Comme je l'ai dit au début, il n'a pas besoin de beaucoup de jouets, donc on peut rester sur quelque chose de très épuré avec quelques jouets. Des fois, on peut changer des petits jouets de temps en temps, tous les 3 mois. Mais jusqu'à 3 ans, voilà, on n'a pas besoin d'avoir une accumulation dans sa chambre. Et l'enfant, il devrait pouvoir être libre d'aller dans différentes pièces. Bien sûr, on a toujours besoin de le surveiller. Vous connaissez la phrase qui dit que le silence d'un enfant, il est souvent suspect, hein, parce qu'on ne sait pas trop ce qui magouille, mais on peut le regarder de loin. Moi, j'encourage énormément l'autonomie des petits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vos enfants sont petits, je suis sûre que vous avez déjà remarqué, ils aiment nous aider à mettre la table, apporter les fourchettes à table.
ils aiment, par exemple, je sais pas, moi, vous leur donnez un plat, vous pouvez leur apprendre à se servir tout seul. Ça, c'est vraiment quelque chose que les tout petits adorent faire. Il suffit de leur montrer comment utiliser la grande cuillère. Ils savent se servir, par exemple, pour se servir de la purée, c'est assez facile. Se servir, voilà, une assiette de concombre. Vous pouvez les aider, leur proposer par contre, pardon, de vous aider à éplucher une banane, à couper une banane avec un petit couteau. Vous savez, plein de couteaux, même d'adultes, qui n'ont pas des dents qui sont très coupantes. Vous pouvez leur proposer de faire ça. Vous pouvez leur proposer d'essuyer les vitres. Ils adorent essuyer les vitres. Vous leur donnez un petit sopalin avec un petit pchit. Ou s'ils n'ont pas encore la motricité fine très développée, juste vous humidifiez un petit chiffon et vous leur faites un petit peu essuyer un miroir ou essuyer les vitres, etc. Ils adorent aider et leur proposer toutes ces activités-là, ça va développer la motricité fine. La motricité fine, c'est quoi? Ce sont les petits muscles des doigts et c'est ce qui va faire que votre enfant, après, il sera apte à bien attraper son stylo, son crayon quand il commencera à rentrer dans la lecture, pardon, dans l'écriture. Donc, même si on n'en est pas là, la motricité fine, elle est super importante pour les petits parce que plus ils sont capables de faire des choses, plus ils se sentent confiants en eux. Plus ils se sentent confiants en eux, moins on a besoin d'eux parce qu'ils sont de plus en plus autonomes. Et moi, je vous donne un exemple très, très simple. Moi, quand mes enfants étaient petits, à chaque fois, ils me suivaient à quatre pattes, voilà, quand je faisais des choses. Et des fois, c'était des choses qui n'étaient pas forcément adaptées à eux. Eh bien, par exemple, je suis en train de faire la cuisine et que c'est des cuissons, etc. Je vais les mettre soit sur la chaise haute, soit par terre à côté de moi dans un endroit qui n'est pas dangereux. Je vais leur donner des casseroles, je vais leur donner des tupperwares à ouvrir, à fermer. Je vais leur mettre une petite cuillère dans des boîtes et puis ils vont s'amuser à ouvrir, à fermer. Je vais leur donner des paquets de pâtes et puis ils vont taper dessus. Ou je vais leur donner des spaghettis. Ça, j'aimais bien faire ça. Je leur donnais des spaghettis et puis ils les mettaient dans les petits trous, vous savez, de la passoire. Ou bien ils s'amusaient à casser les spaghettis. Donc, c'est des petites choses qui sont toutes bêtes. Après, bien sûr, on peut se servir des pâtes hein, pour le repas. Ce sont des choses qui sont toutes bêtes, mais c'est tout un état d'esprit. Est-ce que j'ai l'impression, et je donne l'impression à mon enfant qu'il m'envahit, qu'il me dérange, ou est-ce que je comprends que ces années sont importantes pour lui et j'ai envie finalement de vivre des moments avec lui qui sont, moi, c'est des moments qui m'ont marqué à vie parce que c'est aussi une période où il commence les petits mots, il commence les petites maladresses comme ça qui sont tellement adorables et c'est un âge qui passe vite finalement. Les 3 premières années de l'enfant, si vous avez parmi vous des grands-enfants ou voilà, ou essayez de vous rappeler des premières années, c'est difficile, hein, ça passe tellement vite, il y a tellement de choses. Donc moi, je conseille vraiment de profiter pleinement de cette période pour observer notre enfant, bien sûr, mais aussi pour créer une relation de qualité avec eux. Et je peux vous dire que si vous appréhendez votre enfant différemment, eh bien, ça va changer la dynamique familiale. Moi, il y a une expression que j'ai inventée, Yardena en a parlé tout à l'heure, j'ai appelé cette période le Wonderful Two, en opposition avec le Terrible Two. Pourquoi? Parce que Wonderful, bien sûr, ça vient de l'émerveillement, de la merveille en anglais. Et moi, j'ai vécu cette période comme un émerveillement permanent, mais c'était à l'image que ce que vivait mon enfant. Mon enfant, il s'est émerveillé de tout. Un enfant, vous lui passez un stylo qui fait clic-clic, oh, il s'émerveille. Moi, je trouve que c'est génial parce que vous êtes dans la salle d'attente, vous pouvez lui donner ce petit stylo, il est content. Et puis, chaque chose pour lui, c'est une découverte. On regarde, voilà, il y a des feuilles qui perdent, les arbres qui perdent des feuilles. On prend une feuille, on la touche, on la sent. Ah, ça sent rien. Oh, regarde, il y en a une qui est verte, une qui est orange. On voit qu'elle est froide. Et puis, on voit qu'en hiver, eh bien, les feuilles, elles sont toutes sèches. Tout ça, c'est des émerveillements pour les enfants. Ils apprennent énormément de choses. Ils comprennent beaucoup de choses. Et même si le vocabulaire, pour l'instant, il n'est pas forcément encore consolidé, eh bien, tout ça, c'est dans sa petite boîte, dans des petites cases où il y a du vocabulaire, il y a toutes les expériences qu'il a vécues. Et toutes ces expériences authentiques, elles vont revenir quand il va avoir le déclic du langage. Donc, voilà, moi, c'est vraiment ce que je vous encourage à faire. Si vous êtes parents, vous êtes grands-parents, si vous gardez des petits, si vous êtes voilà, éducateur de jeunes enfants ou quoi, je ne sais pas. Mais gardez dans cette idée de Wonderful Two, cette idée d'émerveillement.
Cette idée que cet enfant, il est en train de découvrir ce que vous avez bien sûr déjà découvert, mais vous, à l'époque, bah, vous étiez dans le même état. Vous êtes arrivé sur Terre, vous avez découvert le monde et vous avez beaucoup vécu le monde à travers le regard de vos parents, à travers ce que vos parents vous ont laissé en voir aussi. Donc, bien sûr, on leur met un cadre, on leur met des limites, mais on en met très peu. Et si on est très clair sur ces limites, même si elles sont peu nombreuses, mais qu'elles sont très claires, eh bien l'enfant, il comprend et il les intègre complètement. Moi, quand j'étais enseignante, par exemple, au début de l'année, bah, j'affichais, on parlait avec les élèves des règles de vie de la classe. Elles sont indispensables, tout comme le code de la route. On en parlait ensemble, on les affichait. Bien sûr que des fois, il y a des enfants qui respectaient pas les règles, mais je leur disais, regarde, c'est écrit. Et à la maison, c'est pareil. Les règles, même si elles ne sont pas écrites, elles existent, elles sont tacites, on en a déjà parlé. Et l'enfant, on leur dit, regarde mon chéri, tu sais bien qu'on n'a pas le droit de toucher ce tiroir parce que c'est dangereux. Bah oui, parce qu'il y a les couteaux. Et qu'est-ce que ça fait un couteau? Ça coupe. Ça, c'est beaucoup mieux que attention, tu touches pas, tu vas te faire mal. Parce que l'enfant, pour lui, c'est violent. Il suffit de lui expliquer, il comprend. Et bien sûr, lui répéter les choses, et il comprend très bien. Donc, qu'est-ce que je voulais vous rajouter? Le rapport de force, c'est le fait que l'adulte se sente, je ne vais pas dire tout puissant, mais considère que son autorité, elle suffise à faire de lui le maître du foyer tout le temps. Mais c'est à mon sens, une vision de la réalité qui n'est pas authentique. Parce que on fait un enfant pour l'élever. On ne fait pas un enfant pour le contrôler. On ne fait pas un enfant pour le gronder, le punir et lui montrer qu'on est le plus fort. Il s'en fiche, l'enfant. Il sait que tu es le plus fort. Déjà, il voit que tu es beaucoup plus grand, tu es beaucoup plus fort physiquement. Il voit que quand tu pousses un petit peu ta voix, bah, ça lui fait peur. Donc, il ne remet pas en question ton autorité. Mais il a envie de savoir, bah, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire. Ah, ok, quand on traverse la rue, il faut donner la main parce que c'est dangereux. Ah oui, j'avais pas pensé que les voitures, elles pouvaient nous écraser. Papa et maman, vous êtes là pour ça, pour me dire que je dois donner la main parce que c'est dangereux. Papa et maman, vous êtes là pour me dire que je peux pas mettre des tout petits objets dans ma bouche parce que je vais m'étouffer. Alors d'ailleurs, j'ai une technique pour justement gérer tout ce qui est mise dans la bouche, que j'en parle aussi dans mon livre. Euh, donc, les parents sont là pour accompagner l'enfant, pour leur mettre un cadre, mais à l'intérieur de ce cadre, c'est le cadre qu'on contrôle, c'est pas l'enfant. À l'intérieur de ce cadre, l'enfant doit se sentir libre d'évoluer, libre de grandir. Et voilà. Pour moi, c'est une période extraordinaire. Encore une fois, qui ne reviendra pas. Alors après, on peut faire aussi plein d'autres enfants derrière, hein. Mais c'est vraiment une période qui est fondamentale dans la construction de la personnalité de l'enfant. Aujourd'hui, bah, regardez un petit peu sur Internet, sur YouTube, il doit y avoir pas mal de vidéos et même d'articles sur les neurosciences, sur les découvertes en neurosciences. Vous allez voir que bah, on a remarqué que quand on motive les enfants, même petits, quand on valorise tout ce qui est encouragement, tout ce qui est positif. Alors c'est vrai on parle beaucoup d'éducation positive, des fois c'est peut-être un peu trop. Tout ce qu'on veut, c'est juste ne pas casser l'enfant. Voilà, tout simplement. Se dire qu'on ne le casse pas. On n'est pas obligé d'en faire des tonnes. Il ne faut pas, parce qu'il faut être authentique. On ne va pas mentir à nos enfants pour leur dire qu'ils sont extraordinaires. Non. Mais chaque petit effort qu'il fait, on le motive. Et chaque petite bêtise qu'il fait, eh bien, on le reprend gentiment et l'enfant comprend. Il n'est pas là pour nous embêter. C'est vrai que je répète ça souvent. Parce que parfois, on a l'impression que nos enfants, ils sont là pour nous embêter, ils prennent de la place, ils crient, etc. Non. Ils sont juste là pour découvrir le monde et ils savent pas que bah, qu'ils peuvent pas manger à n'importe quelle heure, qu'ils peuvent pas aller dans le frigo pour manger du gâteau au chocolat. Ils savent pas tout ça, il faut le leur apprendre. Et puis quand on a réussi à trouver un ton, eh bien, même si de temps en temps on crie, moi ça m'arrive de m'énerver, de crier des fois sur mes enfants, je m'excuse tout de suite et je prends aussi du recul. J'ai bientôt terminé la conférence. Je prends du recul quand je sens que mon énergie, elle me manque, que mon énergie, elle est pas très bonne. Il y a des jours où je peux faire quelque chose par rapport à cette énergie. Je peux me reposer, je peux voir une copine, je peux avoir peut-être besoin d'un moment de couple. Puis il y a des moments, bah, juste, je suis fatiguée, j'en ai un peu marre, entre guillemets.
Donc, je vais écourter. C'est pas grave si on écourte aussi des fois la soirée parce qu'on est fatigué, si on donne le relais à un autre parent. Mais savoir s'arrêter quand on sent que on va être dans une relation de violence verbale, de rapport de force avec notre enfant. On ne peut pas passer sa vie à dire mets ton pyjama, range ta chambre. Déjà toute la journée, les enfants, ils entendent beaucoup d'injonctions, même s'ils sont à la crèche, etc. Voilà, pour moi, la relation la plus forte, l'une des relations la plus forte, allez, il y en a d'autres quand même, c'est celle d'avec nos enfants. Donc, je nous encourage en tout cas à prendre du recul pour que ces années se passent les plus merveilleusement possible. Voilà, tout simplement.